Madame, Monsieur, bonjour. Que reste-t-il du sommet du G7 organisé à Biarritz fin août? Quel est le bilan de Michel Venac, maire depuis 2014? Quels sont les projets de la ville en matière de tourisme et d'environnement? Comment se porte le BO? Michel Venac, maire de Biarritz, est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Michel Venac, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les 24 et 25 août dernier, Biarritz a été, le temps d'un week-end, le centre du monde, en quelque sorte, en accueillant le G7. Sur la scène diplomatique, tout d'abord, que retiendrez-vous de ce sommet international? Le président Macron voulait que ce soit un G7 utile, un G7 qui ait de la consistance. Et je crois que la première réussite de ce sommet est d'avoir du contenu sur le plan diplomatique et sur le plan politique. En effet, que ce soit sur la question de la rencontre avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères iranien, que ce soit sur la question de l'Amazonie, que ce soit sur les discussions avec le président américain concernant les relations commerciales, le président a mis véritablement du contenu politique dans ce G7 et nous n'avons pas eu le laconique communiqué de fin de sommet, un peu creux où pas grand-chose n'est dit et ne se passe. Donc c'est un G7 qui est une réussite politique et diplomatique. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des échecs? Est-ce que vous avez constaté des échecs à ce moment-là? À ce niveau-là, écoutez, non, je crois que les choses se sont passées comme elles se devaient. C'est vrai que la présence du ministre des Affaires étrangères iranien a été la surprise, voilà, et donc il a fallu l'accueillir. Mais tout ça s'est passé normalement avec les ministres autorisés, et j'ai l'impression que les choses se sont passées sans difficulté particulière. C'est le premier élément de réussite. Un peu plus d'un mois après ce G7, ce sommet, est-ce qu'aujourd'hui vous commencez à voir les fruits de cette réunion, de cet échange à Biarritz? Je voulais ajouter, si vous le permettez, que le deuxième élément de réussite, c'est que ce G7 s'est déroulé sans violence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de violence, et ça, il faut rendre hommage non seulement aux forces de l'ordre qui ont su organiser cette protection, mais aussi, moi, je voudrais rendre hommage aux organisateurs de l'anti-G7, on va en reparler, du contre-G7, sommet, qui aussi ont su tenir à distance les plus radicaux d'entre eux. On va en reparler. Alors, un mot tout d'abord, pour revenir sur ce sommet. À quel moment ce sommet a été décidé? Comment ça s'est passé avec Emmanuel Macron en coulisses? Pourquoi est-ce qu'il a choisi Biarritz? Je peux le dire très simplement, c'est-à-dire que nous sommes vus à l'Élysée en février 2018, et c'est là qu'il m'a dit qu'il souhaitait que le G7 se déroule à Biarritz. Voilà, à partir de ce moment-là... Il vous a dit pourquoi? Pourquoi ce choix de Biarritz? Alors pourquoi? Il l'avait dit déjà à la Malbaie, lorsqu'il avait fait sa conférence de presse à la fin du G7 précédent. Il avait dit qu'il voulait une ville qui ne soit pas en Île-de-France, une ville océane, qui soit près de l'océan, parce que la question de l'océan le préoccupe beaucoup, qui voulait également une ville dans une région à laquelle il était très attaché. Et il est attaché au Pays Basque, il est attaché à Biarritz. Voilà. Toutes ces raisons ont fait qu'il a fait cette proposition et que j'ai été ravi de l'accepter. Tous ces sommets coûtent énormément d'argent. Est-ce que tout ça vous paraît légitime après avoir le recul et après avoir vécu ce rassemblement? En tout cas, bien moins que les précédents. Parce que vous savez que les sommes allouées au G7 ont été contrôlées à la fois par la Cour des comptes et également par le Sénat. Et que donc le budget, on peut le dire, c'était officiel et public, le budget pour ce G7 était de 36 millions d'euros du côté de l'État. Donc ce qui est dérisoire par rapport aux sommes qui ont été affectées au G7 précédent ailleurs. Alors ce choix de Biarritz pour l'organisation du G7 n'a pas été sans conséquences, notamment pour le quotidien des habitants. Le 24 août, le président de la République, d'ailleurs, a justifié son choix. On l'écoute. Je veux avoir un mot pour remercier la ville de Biarritz, ses habitants et l'ensemble de nos compatriotes qui étaient parfois ici en vacances. Je sais les contraintes qu'on a imposées à la ville, elles sont normales parce que la sécurité doit être là pour bien accueillir l'ensemble de ses dirigeants et le monde entier. Et je veux vraiment les en remercier. Mais je veux aussi vous dire que ce que nous sommes en train de faire est très important et aura des retombées positives pour notre pays, pour le Pays Basque, pour la ville de Biarritz. Parce que nous allons montrer au monde entier la beauté de ce paysage, notre qualité d'accueil, nos traditions, nos savoir-faire et combien la France est belle.
Alors depuis ce G7, avez-vous pu constater les effets bénéfiques, les effets positifs de ce G7 pour Biarritz, pour le Pays Basque? Alors d'abord, nous sommes en train de faire un travail qui est considérable, c'est-à-dire de faire la revue de presse du G7. Et donc la revue de presse du G7, c'est des coupures de presse, c'est des images dans le monde entier. Rien que l'Hôtel du Palais, je crois, en est à 7 ou 8 000 documents qui sont des documents directement relatifs au G7. Et puis, bien évidemment, nous allons nous-mêmes profiter dans la promotion de la ville. Nous allons profiter effectivement de l'accueil de cet événement qui montre que nous avons des infrastructures aujourd'hui qui ont d'ailleurs été reconnues et louées par les chefs d'État. Nous avons des infrastructures qui sont capables d'accueillir aujourd'hui, que ce soit l'Hôtel du Palais, que ce soit le casino municipal. Est-ce que déjà vous avez vu des retours, des touristes d'un certain nombre de pays qui habituellement ne vous contactent pas, qui ont envie de venir découvrir? Pas encore véritablement, nous sommes à 1 mois, c'est très court, mais il y a déjà quand même des signes par rapport à des groupes, et notamment sur les États-Unis, puisque vous savez que 48 heures après le départ à la fin du G7, la Maison-Blanche faisait paraître une vidéo de 2 minutes sur le G7, et on voyait Madame Trump à Espelette, à Cambo, à Biarritz, bien évidemment, et donc tout ça, évidemment, je pense, aura des conséquences et des retombées importantes. Point positif à venir, probablement, vous venez de le dire. Point négatif, Biarritz a été ville morte pendant quelques jours, s'il n'a pas été sans problème pour les habitants, évidemment, et pour les commerçants. D'ailleurs, les commerçants ont pu bénéficier d'une indemnisation. Concrètement, on a vu 1 200 000 €. Comment se passe l'indemnisation? Sur quels critères et quelle est la répartition? Voilà. Donc l'indemnisation se fait sur la marge brute, pas sur le chiffre d'affaires, sur la marge brute. Et donc nous avons ouvert un service à la mairie de Biarritz qui est chargé d'aider les commerçants à monter leurs dossiers. Ces dossiers exigent un certain nombre de pièces, un certain nombre de documents comparatifs pour savoir vraiment quelle a été la perte impactée par le G7. Et donc nous sommes en train de monter ces dossiers. Et d'ailleurs, nous avons eu un peu une surprise. Je pensais, à moins qu'il y ait eu aujourd'hui, parce que nous terminons ce soir, qu'il y aurait eu beaucoup plus de commerçants qui auraient présenté leur demande d'indemnisation. Enfin, il y en a un certain nombre, voilà. Nous les aidons à remplir leur dossier et nous les enverrons. Certains n'ont pas fait, donc n'ont pas souffert, contrairement à ce qu'on a pu dire du G7, ou moins que ce qu'on a pu imaginer. Écoutez, je pense qu'il y en a qui ont souffert véritablement du G7 et je pense qu'ils seront indemnisés, c'est la règle du jeu. Mais l'ambiance générale quand même, après un mois de l'événement, est plutôt de dire quand même ça a été une chance pour Biarritz et quelque chose de positif. Concrètement, y aura-t-il des perdants? Y a-t-il des commerçants qui vont pouvoir dire nous on a perdu beaucoup d'argent à cause de ce G7 ou pas, étant donné le montant de l'indemnisation? Je pense qu'avec le processus d'indemnisation qui a été mis en route, je pense qu'il n'y aura pas de grands perdants. Vous savez, la ville aussi pourra peut-être, si vraiment il y a des commerçants ou des acteurs économiques qui ont perdu beaucoup, la ville aussi a des moyens peut-être d'aider à des ajustements économiques et nous le ferons, nous regarderons les dossiers aussi. Est-ce que vous, en tant que maire, vous avez estimé par moment que certaines mesures étaient excessives quant à l'organisation de ce sommet pour le quotidien de vos administrés? Oui. Je me suis opposé notamment à deux choses importantes. La première concernait les conteneurs enterrés qui permettent l'apport volontaire des citoyens dans ces conteneurs. Et on m'a annoncé 8 jours avant qu'on allait déterrer ces conteneurs, qu'on allait les envoyer je ne sais où, et que donc les citoyens devraient faire leur rapport volontaire plus loin, ailleurs, etc. Je m'y suis opposé. Nous avons trouvé une formule qui a permis effectivement de ne pas changer grand-chose. La deuxième chose, il y avait aussi pour la soirée du samedi, le dîner des chefs d'État, on m'a demandé que ça se passe au Port-Vieux. Et si ça se passait au Port-Vieux, c'était bloquer le Port-Vieux, bloquer la Côte des Basques. Je m'y suis opposé. Et donc ça s'est passé au phare, ce qui était une excellente solution, et tout le monde en a été très satisfait. À titre personnel, et toujours en tant que maire, j'imagine qu'il y a eu un soulagement le dernier jour, lorsque le dernier avion est parti, quand tout s'est bien passé. C'est sûr. Vous avez raison de parler d'ailleurs des avions, parce que, évidemment, je suis président du syndicat de l'aéroport, et donc c'est vrai qu'alors là, pour le coup, à l'aéroport, il n'y avait plus de vols commerciaux, et ça a été véritablement
une formidable réussite parce que cette noria permanente d'avions, non seulement des 7 chefs d'État, mais de tous ceux qui étaient invités également, Australie, Chili, pays africains. Donc ça veut dire qu'on a eu une noria permanente d'avions et que tout ça s'est passé le mieux possible. Alors vous l'avez dit en ce début d'émission, il y avait également le contre-sommet. Est-ce que vous avez estimé, avec le recul, que le contre-sommet était un peu trop étouffé par le dispositif policier ? Écoutez, je sais qu'en tout cas, les trésors d'énergie et d'ouverture qu'ont eu les autorités préfectorales pour faire en sorte que ce contre-sommet se déroule dans les meilleures conditions. Le choix du lieu, l'écoute véritablement. Anda, Yeroun. Voilà. Et il se trouve que les organisateurs de ce contre-sommet, moi je trouve, il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont tout fait pour qu'effectivement faire la démonstration de quelque chose d'important. Et c'est une leçon à retenir de ce G7. Le Pays Basque est une terre de paix. Avez-vous l'impression que ces grands du monde, ces chefs d'État, ces présidents, entendaient ou avaient la possibilité d'entendre ce que leur disaient les altermondialistes situés à quelques kilomètres de là ? Ou est-ce que ce sont deux mondes complètement séparés ? Je pense que là, je n'ai pas d'éléments pour en parler. Je pense que les deux mondes ont été quand même assez séparés et que les chefs d'État avaient suffisamment de sujets entre eux. Je pense qu'il y a eu quand même... Ils devaient être informés, au courant, bien mis au courant par leurs services et par les délégations. Mais je pense qu'il y a eu quand même une certaine distance. Alors, autre actualité dans votre ville et qui revient plus au quotidien de votre vie de maire. Vous avez été membre d'ailleurs de Génération Écologie, vous avez une fibre environnementale forte et depuis très longtemps. Les plages de Biarritz sont régulièrement fermées, l'été, pas que Biarritz, mais Biarritz également, notamment après des orages où il peut y avoir des pollutions que l'on retrouve au niveau de la plage. Comment faire pour que cette situation, alors s'améliore, mais ça vous travaillez pour ça, et voire finisse par disparaître ? Je me permettrai de corriger simplement le régulièrement fermé. Il arrive qu'elle le soit. De temps en temps, mais c'est quasiment tous les étés, voilà. Dès qu'il y a des gros orages. Lorsqu'il y a de gros orages, effectivement, nous sommes confrontés à une des manifestations du changement climatique, c'est-à-dire tout d'un coup l'arrivée en plein été de précipitations massives de l'ordre de 20 mm en 20 minutes, effectivement, qui épuisent complètement notre réseau unitaire. En plus, nous avons un réseau unitaire à Biarritz, centenaire, et donc, malgré le nombre de bassins de rétention que nous avons, ils sont dans l'incapacité d'accueillir une masse d'effluents aussi importante. Donc, effectivement, à ce moment-là, il y a des clapets qui s'ouvrent et des effluents qui sont rejetés vers la mer. Ça s'est passé 3 ou 4 fois cette année, dans l'été. Et donc, à ce moment-là, vous savez qu'on a un système où on vérifie quotidiennement la qualité des eaux de baignade, c'est-à-dire qu'à partir de 4 et 5 heures du matin, il y a un laboratoire spécialisé qui va faire des prélèvements. Et si ces prélèvements sont négatifs, je suis tout de suite prévenu, et nous hissons le pavillon mauve, qui est le pavillon vérité, puisqu'il dit aux gens, non, attention, il y a une pollution bactériologique provisoire, les mesures se poursuivent, alors, et dès que les mesures sont bonnes, on rouvre. Alors, ce qui est toujours un peu délicat en plein été, lorsque les touristes ne connaissent pas forcément le fonctionnement de la ville et les problématiques, en termes d'image et d'absence d'accès à la plage, ça veut dire concrètement qu'il est impossible de régler ce problème-là aujourd'hui, étant donné la configuration de la ville ? Alors, et c'est en tout cas une question sur laquelle il faut qu'on se penche, parce que ça pose le problème. Si vraiment ces manifestations orageuses subites et de cette importance devaient se poursuivre, et moi je crains qu'effectivement elles se poursuivent, il faudra sans doute revoir des éléments dans l'organisation et la structure de notre réseau d'assainissement. Donc des investissements, j'imagine, financiers extrêmement lourds. Et c'est l'agglomération, vous savez, qui a la compétence en matière d'assainissement, donc des investissements très lourds. Vous avez chiffré déjà un tel projet ? Je vais vous donner un ordre d'idée. Sous le programme scolaire de La Rochefoucauld, que nous venons de finir et d'inaugurer, il y a un énorme bassin de 4000 mètres cubes qui est un bassin de rétention nouveau qui doit protéger les plages du Nord, c'est-à-dire Miramar et la Grande Plage. Eh bien, il a coûté 6 millions d'euros. Or, voilà, c'est ça les échelles, si vous voulez. Ce sont plusieurs millions d'euros. Et l'assainissement coûte cher. Et l'assainissement, nous ne sommes pas les seuls, évidemment, à devoir en bénéficier.
Alors tourisme toujours, j'ai envie de dire, conséquence du succès touristique au Pays Basque et notamment à Biarritz, la multiplication des offres Airbnb. Une nouvelle réglementation d'ailleurs vise à freiner les locations saisonnières entre particuliers. Regardez ce reportage. Explosion des annonces de location saisonnière sur la côte basque avec plus de 8000 meublés touristiques Airbnb. À Biarritz, entre 2016 et 2018, ces annonces sont passées de 2200 à 3400. Samedi, la communauté d'agglomération Pays Basque a décidé de frapper fort en votant une nouvelle réglementation à partir du 1er janvier 2020. Sur la zone 1 d'Anglet à Hendaye, le propriétaire d'un logement d'habitation permanent ne pourra avoir qu'une seule location saisonnière. Les hôteliers saluent cette initiative. Bien sûr que ça va dans le bon sens, c'est un premier pas. Après on verra, il faudrait en faire un prochain. C'est une concurrence qui est compliquée, difficile et c'est vrai qu'elle est un peu déloyale. Sur la zone 2 d'Asquin à Bayonne en passant par Arcang et Bassussari, les autorisations seront limitées à 2 logements par propriétaire. À Bayonne par exemple, les professionnels dénoncent l'utilisation de nouveaux appartements pour la location saisonnière. L'agglomération Pays Basque veut freiner ce phénomène. À Biarritz, les locations en Airbnb sont-elles véritablement trop nombreuses aujourd'hui ? Elles sont très nombreuses. On a même du mal à véritablement identifier leur nombre. C'est plusieurs milliers, c'est certain. Et la réglementation qui vient d'être adoptée par la communauté d'agglomération Pays Basque est une bonne réglementation. Elle s'adresse aux particuliers. C'est-à-dire, si vous avez 2 ou 3 appartements, vous ne pourrez en mettre qu'un sur les plateformes de médiation touristique. Mais là où effectivement il va falloir continuer à faire des efforts, c'est effectivement pour, par exemple, la création d'une SCI, où c'est plus un particulier, et ça on voit ça à Paris, on voit ça à Bordeaux, on voit ça dans des grandes villes, où effectivement ce ne sont plus des particuliers qui sont en action, mais ce sont des groupes, ce sont des sociétés, effectivement, qui font du logement commerciale pour accueillir des clients en saison. Alors ça a un double inconvénient. Le premier, c'est que c'est du logement en moins pour les besoins de logement des Biarros, et Dieu sait que ces besoins existent et sont importants. Et puis, il y a aussi, du coup, une espèce de tendance à un tourisme très important, du surtourisme contre lequel nous cherchons aussi à lutter. Est-ce que vous êtes en mesure de mesurer l'impact que cela peut avoir sur la profession des hôteliers qui subissent de plein fouet cette concurrence ? Oui. Alors vous savez, on est bien placé puisque à Biarritz, le président de l'UMI, l'Union des métiers et industries hôtelières... Sur vos terres, oui. Voilà, tout à fait. Et Biarrot, il a un hôtel à Biarritz, Roland Aiguy, et il s'est battu comme un lion formidablement pour défendre les intérêts des hôteliers et pour que les choses se fassent loyalement, à la régulière. Les hôteliers ne sont pas contre l'existence des plateformes de location saisonnière, mais dit simplement que nous ayons les mêmes conditions d'exercice de nos professions. Et donc, ils ont le sentiment, effectivement, que les choses sont aujourd'hui un peu déloyales. Et je pense que le combat de l'UMI et le combat des hôteliers avance, en tout cas, et qu'on ira vers une stabilisation de ce qui est encore aujourd'hui sans doute des écarts qui sont peu acceptables. Michel Venac, vous êtes maire de Biarritz depuis 2014. Nous sommes à 5 mois des élections municipales. Quelles sont vos réussites sur ce mandat, selon vous ? Ah, écoutez, d'abord... Disons nos réussites, parce que vous savez, les réussites sont celles d'une équipe. Absolument. Même si mon équipe a été, connu des péripéties, disons comme ça. C'est quand même une réussite collective. Alors moi, il y a des choses effectivement qui me paraissent extrêmement importantes. Sur le plan de l'aménagement, des choses qui sont, comme par exemple, je parlais tout à l'heure de ce gros groupe scolaire des Thermes Salins, l'aménagement de la côte des Basques aussi, qui est un aménagement, je trouve, très réussi. Ce que nous faisons aujourd'hui autour de l'Office de tourisme et du Square d'Ixelles, ce sont des aménagements dans la ville qui sont extrêmement importants et intéressants. Et puis, nous avons développé aussi l'attractivité de la ville. Ça, c'est très important. Biarritz doit être une ville attractive. Je donne 3 exemples. L'aéroport, aujourd'hui, c'est 1 200 000 passagers. C'est une belle réussite. C'est le 2e aéroport de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Les taux de vacances
le taux de vacances commerciales, c'est un indicateur très très important, qui est le plus bas de France, 2%. C'est-à-dire, dès qu'il y a un commerce qui ferme, il y a tout de suite un commerce qui arrive. Et puis, les mutations, les achats, dès qu'il y a un bien immobilier qui se vend, il est tout de suite, évidemment, repris avec des valeurs qui sont très élevées, bien sûr. Donc, je crois que Biarritz continue d'être très attractive, mais pour éviter les dangers de ce surtourisme, nous avons décidé avec 8 autres villes, lors de la réunion de France Congrès à Deauville il y a 3 semaines, nous avons décidé d'être une destination internationale responsable. Il y a 9 villes qui ont pris cet engagement, c'est-à-dire de satisfaire au label ISO 20121, qui est un label extrêmement exigeant. Il y a Bordeaux d'ailleurs, il y a aussi Deauville, il y a Cannes, il y a Nantes, il y a Marseille, etc. On vient de voir vos succès, l'activité qui a pu être développée tout au long de ces années. J'imagine que vous avez encore des projets pour Biarritz, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Écoutez, moi je pense qu'il faut maintenant beaucoup développer dans un projet, quel que soit je pense la majorité nouvelle, quelle qu'elle soit, elle le fera. C'est un grand projet autour de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie et aussi du lien avec la filière océan. Ça, c'est vraiment des grands projets qu'il faut faire sur le plan de l'environnement. Vous venez de dire quelle que soit l'équipe. Quelle que soit l'équipe, voilà. Ça sera un grand projet environnemental. À quelques mois des élections municipales, ce sera en mars prochain. Quel est votre souhait aujourd'hui? Quelle est votre envie? Vous avez envie de poursuivre l'aventure à la tête de Biarritz? Je savais que je ne couperais pas à cette question, cher ami, mais je vais vous Elle était légitime, il faut bien que je vous la pose. Mais bien sûr, bien évidemment. Et les Biarros la posent. Mais Franck Omer, je vais vous décevoir. Je vais annoncer ma décision dans la semaine qui vient et je veux le faire depuis Biarritz. Je veux le faire à Biarritz dans certaines conditions. Donc je sais que Donc pas d'annonce sur ce plateau pour autant. Ce sera la dernière question sur ce thème. Considérez-vous que vous avez encore des choses à donner à Biarritz? Sans doute, oui, sans doute. C'est une façon de me tirer ma réponse, mais pour l'instant, ma décision n'est pas prise. Mais vous avez sans doute encore des choses à donner aux Biarros. Il y a des choses à faire, beaucoup de choses à faire pour les Biarros, notamment dans le domaine de l'environnement. Par exemple, nous venons d'équiper sur la consommation d'énergie. Vous savez qu'aujourd'hui, des grands bâtiments comme le Casino municipal ou le Bellevue, où se sont déroulées les conférences du G7, sont aujourd'hui climatisés avec l'eau de mer, c'est-à-dire avec des calories marines que nous puisons dans l'océan. Du photovoltaïque, nous avons 14 sites qui sont installés en photovoltaïque. Donc vraiment, je crois que le grand projet de demain pour Biarritz, c'est un projet environnemental, un projet de maîtrise de l'énergie et un projet de nous associer profondément à la filière océan. On a bien compris les projets pour Biarritz. Un mot sur le BO, le Biarritz Olympique. Le rugby, c'est un patrimoine à Biarritz. Comment va le BO? C'est un peu difficile cette saison? Alors écoutez, et financièrement et sportivement? Sportivement, le BO professionnel organise une nouvelle équipe finalement. Donc cette équipe, elle est à la fois composée de joueurs d'expérience et en même temps de jeunes joueurs très talentueux. Et donc il faut que cette mayonnaise en quelque sorte prenne. Donc on est encore sur une équipe en construction. Mais moi je trouve que à la lumière des matchs qui se sont déroulés, il y a évidemment des déchets, c'est normal. Mais en même temps cette équipe est en train de se construire, est en train de trouver sa cohésion et sa force. Donc je suis optimiste, moi, quant à la saison du BO 2019-2020. Quant au BO Omnisport, qui a pu rencontrer des soucis de trésorerie, des soucis importants, la ville a donné des subventions conséquentes. Est-ce que c'est en voie de stabilisation? Oui, c'est en voie de stabilisation. Que fera la ville si toutefois la situation ne s'arrange pas? La ville a beaucoup aidé déjà. La ville est très attentive. Nous recevions il y a encore une semaine le président du BO Omnisport et les différents présidents de section. Je crois qu'ils sont décidés véritablement à être économes le plus possible, à réduire leurs dépenses, et nous allons examiner ça, mais nous ne laisserons en aucun cas cette association qui compte 2600 membres. Nous ne laisserons en aucun cas cette association dépérir, bien évidemment. On parle sport avec le rugby. Un mot sur le surf également, oui. Largement pratiqué évidemment au Pays Basque et à Biarritz. Vous avez déposé un dossier de candidature pour que Biarritz soit ville accueil de l'épreuve des JO 2024. Quelles sont vos chances? Écoutez... Est-ce que vous êtes optimiste en fait par rapport aux autres dossiers? Biarritz a une légitimité. C'est là que le surf est entré en Europe. Nous avons fait
2 championnats du monde en 3 ans avec Lisa. Nous savons organiser des grandes compétitions, nous avons les infrastructures. Je pense que les conditions sont rassemblées. Ça ne serait pas, ça serait assez naturel finalement que Biarritz puisse accueillir les championnats, les Jeux Olympiques. Maintenant, il y a d'autres candidats qui ont leur mérite également, et il appartiendra au COJO et aux responsables de choisir. Mais nous sommes confiants quand même. Un dernier mot avant la fin de cette émission, il nous reste quelques secondes. Que pensez-vous de cette passion pour le monde taurin et les corridas? Est-ce que cette passion doit perdurer, même si elle est parfois contestée? C'est une question difficile. Moi, j'ai été nourri par mon propre père, qui était un aficionado, qui avait fait ses études de médecine à Bordeaux, qui avait vu, au temps où il y avait des arènes à Bordeaux, qui avait vu tous les grands de l'époque, Belmont, Pardon, vous demandez etc. une réponse en peu de temps. Voilà, je vous donne une réponse en peu de temps. J'ai été nourri de cette afición-là. Mais je dois le dire, mon afición est en train de s'étioler. Michel Venac, merci. Merci pour votre franchise. C'est la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé. C'est la fin de Dimanche en politique. Merci Dimanche pour prochain, votre invitation. nous recevrons David Habib, député socialiste et nouveau vice-président de l'Assemblée nationale. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.